Il y a une voiture de folie garée dehors. Monsieur Parker. Salut, c'est Sai, et aujourd'hui, dans l'analyse de personnages, on va parler de Peter Parker, alias Spider-Man, dans le Marvel Cinematic Universe. Mais ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne, alors vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Sai, qu'est-ce que t'as foutu? Eh bien, mon PC est tombé en panne, mais je vous explique tout ça dans la vidéo qui s'affiche au-dessus de moi en ce moment. Bref, tout est maintenant rentré dans l'ordre, et j'ai une tonne de vidéos en attente que j'ai hâte de partager avec vous. Mais revenons à celle-ci. Spider-Man est peut-être le héros Marvel le plus connu, toute génération confondue, et ce n'est clairement pas un hasard. Vous avez aussi certainement entendu parler du pseudo-drama entre Disney et Sony, et je compte bien en parler dans cette vidéo, même si j'arrive un peu après la guerre, mais bon, cette vidéo était censée sortir il y a un mois. Alors on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'analyse de personnage 40 consacrée à Peter Parker, alias Spider-Man. Mais qu'est-ce que... bonjour, appelez-moi Peter. Quand on parle de Spider-Man, il est nécessaire de préciser de quel Spider-Man il s'agit, car c'est clairement le super-héros qui a connu le plus de reboots au cinéma. Tout commence dans les années 70, avec une série télévisée de 14 épisodes qui donnera naissance à 3 longs métrages sortis dans les salles de cinéma européennes. L'Homme Araignée, La Riposte de l'Homme Araignée et Spider-Man défie le dragon. À l'époque, Peter Parker était interprété par Nicholas Hammond. Mais pour ma part, j'ai découvert Spider-Man au cinéma avec Tobey Maguire. Cette première saga a commencé en 2002 avec le film Spider-Man, a continué en 2004 avec Spider-Man 2 et s'est terminé en 2007 avec Spider-Man 3. Pour la petite anecdote, le film Spider-Man 3 fait partie du top 10 des films les plus chers de l'histoire du cinéma, avec un budget de production de 258 millions de dollars. Si un Spider-Man 4 était prévu pour 2011, il fut finalement annulé, après que le réalisateur Sam Raimi, à qui l'on devait les 3 films précédents, se soit retiré du projet. Mais Spider-Man n'était pas mort pour autant, et c'est en 2012 qu'il revient dans les salles avec The Amazing Spider-Man, sous les traits d'Andrew Garfield. Malheureusement, les recettes du deuxième film, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, sorti en 2014, seront jugées décevantes, et les suites seront finalement annulées. On arrive donc en 2016 avec l'apparition du Spider-Man interprété par Tom Holland dans le film Captain America Civil War. Sony n'est donc plus le seul à exploiter le héros. Il y a aussi Marvel et donc par extension Disney. Peter Parker aura ensuite droit à son propre film au sein du MCU avec Spider-Man Homecoming, sorti en 2017, puis reviendra dans Avengers Infinity War et Endgame, pour finalement clôturer la phase 3 du MCU en 2019 avec Spider-Man Far From Home. Dans cette vidéo, c'est bel et bien de ce Spider-Man, interprété par Tom Holland au sein du MCU, que nous allons parler. Mais je trouvais ça intéressant de retracer l'historique cinématographique chaotique de ce héros si emblématique. Des gens sont au courant. Combien? Non, personne. Même pas la délicieuse tante May? Non. Peter Parker, né le 10 août 2001, est le fils unique de Richard et Mary Parker. Alors que ses parents étaient en mission à l'étranger, sous couverture pour le gouvernement américain, ils furent tous les deux assassinés. Peter se retrouva donc orphelin à l'âge de 6 ans et fut confié à sa tante May et à son oncle Ben. Si dans les sagas précédentes, la mort de l'oncle Ben joue un rôle majeur dans le développement du personnage de Peter, il n'en sera jamais fait mention au sein du MCU. Mais on peut supposer qu'il y est aussi décédé. Peter est un élève brillant mais discret qui est bien souvent la tête de turc de ses camarades. C'est en se faisant mordre par une araignée irradiée qu'il développera ses pouvoirs et décidera de combattre le crime. On a donc affaire à la jeunesse classique d'un héros de fiction, un jeune homme orphelin et peu populaire qui se voit du jour au lendemain doté de pouvoirs exceptionnels, mais qui en a suffisamment bavé au cours de sa vie pour choisir de défendre les faibles, dont il faisait jusqu'alors partie. Une formule classique mais efficace pour développer un personnage attachant aux yeux du spectateur. Voici mon rapport pour ce soir. J'ai eu un braqueur de vélo, j'ai pas trouvé le propriétaire, j'ai laissé un mot. J'ai pu aider une vieille dominicaine perdue. Elle était trop sympa, elle m'a offert des churros. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si Spider-Man était le héros préféré de son créateur, Stan Lee. Pourtant, c'est un héros qui aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, quand Stan Lee a présenté l'idée à son éditeur de l'époque, Martin Goodman, ce dernier lui aurait rétorqué que son idée était pourrie, car les gens détestent les araignées. Anecdote pleine d'ironie quand on sait qu'en 2012, Stan Lee a pu confier lors d'une interview que selon lui, Spider-Man était le héros le plus aimé dans le monde et que ça le rendait très heureux. C'est au cours de la même interview qu'il a aussi déclaré que son film de super-héros préféré était le tout premier Spider-Man, car il avait adoré la performance de Tobey Maguire. Stan Lee avait bien compris que ce n'était pas l'araignée qui était importante
importante, mais bien le fait que Peter Parker soit un orphelin confronté aux problèmes lambda de l'adolescence, tout en étant en parallèle capable de sentir venir le danger grâce à ses sens d'araignée, pour choisir d'y faire face, quels que soient les risques. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase, prononcée à l'origine par l'oncle de Peter, est sans doute la plus emblématique de l'univers Marvel. Elle restera pour toujours associée au personnage de Spider-Man, comme si Stan Lee voulait nous dire « Vous voyez Spider-Man ? C'est ça, un super-héros. » Ouais, parlant de loyauté. Je sais ce que vous allez dire. Tu n'as rien à faire ici. J'allais rentrer chez moi. Je ne veux pas le savoir. Mais on était déjà très haut et je voulais pas vous Et abandonner. je veux le savoir quand alors même. Sauf que, voilà. Dans la nouvelle version de Spider-Man, celle interprétée par Tom Holland, l'oncle Ben n'est pas là pour expliquer à Peter qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a donc un Peter Parker perdu qui ne sait pas vraiment quoi faire pour se rendre réellement utile. C'est donc Tony Stark qui va devenir son mentor et faire office par la même occasion de figure paternelle pour Peter. Et là, il faut bien comprendre que le choix de Tony comme mentor est riche de sens à bien des niveaux. Le premier niveau de lecture est évident, il suffit de regarder les films. Iron Man est le super-héros, celui qui représente les Avengers, celui qui incarne le dernier rempart de l'humanité. Donc déjà, c'est pas rien sur un CV pour prétendre au rôle de mentor. Mais dans notre réalité, Iron Man est celui qui en 2008 avait lancé le Marvel Cinematic Universe. Et c'était clairement un pari risqué, car à l'époque, Iron Man, si vous ne lisiez pas de comics, ça ne devait pas vous dire grand chose. Donc lorsque Tony devient le mentor de Peter, on peut y voir d'une part le souhait de former une nouvelle génération de super-héros pour le remplacer, et d'autre part un message envoyé aux spectateurs du genre « Vous avez kiffé ce qu'on a fait avec Iron Man ? Eh ben vous inquiétez pas, on prépare la relève. » De là à dire qu'en 2016, dans Civil War, Peter Parker avait déjà été annoncé comme l'héritier de Tony Stark, il n'y a qu'un pas. Merci, j'aurais pu être un peu plus souple à la réception. C'est à cause du costume neuf, mais c'est pas grave, monsieur Stark. C'est parfait, merci beaucoup. Oui, si on pouvait C'est- s'abstenir de parler chiffon. D'accord. Si au départ Spider-Man fait pâle figure à côté des autres super-héros du MCU, il va vite rattraper son retard grâce à la technologie de Tony Stark. Il affronte en effet sans trop de problèmes le Soldat de l'Hiver, le Faucon et même Ant-Man. Mais au quotidien, Peter n'est qu'un adolescent ordinaire qui a bien du mal à jongler entre ces deux vies si différentes. Il ne semble pas vraiment savoir ce qu'il fait et agit surtout pour plaire à Tony. En effet, il admire Iron Man et cherche son approbation. Pourtant, tout comme Tony, Peter est extrêmement intelligent, notamment en sciences. Son lance-toile initial, qu'il avait lui-même construit, a même impressionné Tony. Il est aussi doté d'un sens de l'humour à toute épreuve, capable de sortir des blagues dans les pires situations. Si son humour lui sert avant tout à gérer le stress des combats, il contribue aussi à jouer sur les nerfs de ses adversaires. Encore une fois, j'y vois un sacré parallèle avec la personnalité de son mentor. C'est vraiment génial. Je sais pas si t'es déjà arrivé de te battre, mais en général, on évite de parler autant. D'accord, je le ferai plus. Alors, je place juste un spoiler alert avec un timecode parce que là ça va s'enchaîner. Vous êtes prévenus. La principale différence entre ces deux personnages, c'est que contrairement à Tony qui a clamé haut et fort « Je suis Iron Man », eh bien Peter souhaite garder son identité secrète. Bien que Tony Stark fasse de lui un Avenger, il veut rester un héros local. Dans Infinity War, les derniers mots de Peter qu'il adresse à Tony sont « Monsieur Stark, je ne me sens pas très bien, je suis... désolé », comme s'il s'excusait de ne pas être à la hauteur pour devenir son successeur. Mais quand dans Endgame, Tony se sacrifie pour faire revenir les victimes du claquement de doigts de Thanos, Peter n'a plus le choix. Il ne manquait plus que son identité secrète soit révélée, chose faite dans la scène post-générique du dernier Spider-Man, pour que Peter soit enfin prêt pour devenir le véritable héritier de Iron Man. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man s'appelle Peter Parker. Oh mais qu'est-ce que... Mais alors, s'il semble évident que Peter est l'héritier de Tony, que s'est-il passé cet été entre Disney et Sony pour que cette évidence soit remise en question? Pour rappel, c'est depuis 2015 qu'il existe un accord entre Disney et Sony visant à partager les droits de Spider-Man pour l'inclure au Marvel Cinematic Universe. Mais cet été, Disney et Sony ont eu un désaccord au niveau financier. Si jusqu'à présent Sony récupérait les frais de distribution et 95% de l'argent généré au box-office, contre 5% pour Disney plus tout l'argent que rapportent les produits dérivés, eh bien des rumeurs disaient que Disney demandait maintenant 30 à 50% de l'argent généré au box-office. Et Sony ne semblait pas prêt à accepter une telle proposition. L'avenir de Peter Parker au sein du MCU paraissait donc bien incertain, et évidemment, les fans ont été très déçus. C'est dans ce genre de situation qu'on aimerait rappeler à ces grosses entreprises qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Car créer un univers aussi vaste que le MCU, c'est bien, mais éviter de le détruire pour des raisons financières, ce serait pas mal non plus. Magie. Encore de la magie. Magie kickboxing. Magie karaté.
Mais finalement, pas de panique, il n'y avait pas vraiment lieu de s'inquiéter. Les deux entreprises sont parvenues à trouver un accord, Disney finance maintenant 25% de la production pour obtenir 25% de l'argent généré au box-office. En même temps, ça paraît être une décision plutôt évidente. Spider-Man reste donc dans le MCU pour au moins 2 films supplémentaires, un en solo prévu pour le 16 juillet 2021 et un autre en groupe. Tom Holland reste quant à lui l'interprète de Peter Parker et Sony poursuit le développement de son propre univers. Attendez-vous donc sérieusement à ce que Spider-Man croise la route des personnages de Sony comme Venom par exemple. Bref, tout s'est donc arrangé avec une facilité déconcertante et ça sent quand même le petit coup de com' pour faire parler un peu plus de leurs héros et de leurs univers. Ce n'est pas hyper fun de parler de ce genre de choses, mais je trouve que ça reflète pas mal l'importance de ce personnage au sein de ces grosses productions. J'ai beaucoup aimé le dernier Spider-Man, il n'y a plus qu'à espérer que la suite soit à la hauteur des enjeux que représente Peter Parker. En passant, je m'appelle Peter. Docteur Strange. Oh, on sert de nos pseudonymes. Alors je suis Spider-Man. Vous l'aurez compris, bien que le passé du personnage de Spider-Man soit quelque peu chaotique, de sa création controversée à l'époque jusqu'aux nombreux désaccords entre Sony et Disney aujourd'hui, en passant par une pléthore de reboots, il semble pourtant avoir un bel avenir devant lui. Les 3 premières phases du MCU ont marqué toute une génération de fans, et l'objectif de Disney doit être de convaincre cette génération tout en attirant la nouvelle génération. Il y a donc fort à parier que Tom Holland doive jouer aujourd'hui le rôle qu'avait joué Robert Downey Jr. à l'époque. Et si je n'étais pas forcément convaincu par Tom Holland au départ, je dois bien avouer que son passage de flambeau avec Tony Stark a fonctionné sur moi. Car quand j'ai vu le dernier Spider-Man, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Tony en voyant Peter. Si je ne me suis pas attardé en détail sur l'histoire de Peter Parker durant cette vidéo, c'est parce qu'elle n'a finalement pas beaucoup changé en plus de 50 ans. La formule fonctionne et nous est familière. Mais ce que représente Spider-Man, pour notre génération et pour la suivante, ça je pense que ça méritait bien une telle vidéo. Ceci étant dit, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Peter Parker, alias Spider-Man. Je voulais simplement être comme vous. Et j'aurais voulu que tu me surpasses. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que je vais pouvoir reprendre un rythme de publication plus régulier, car là j'ai une liste de vidéos en attente qui ne cesse de s'allonger. D'ailleurs, pour ne rater aucune de mes vidéos, pensez à vous abonner, et surtout à activer la cloche. Pensez aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, je remercie Tostadora de m'avoir offert ce t-shirt, vous trouverez un lien et un code promo dans la description. Je remercie aussi tous les tipeurs, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. Salut tout le monde, ouais, la soirée tabasse. Alors Lise, la pêche, Peter m'a beaucoup parlé de toi. Non, j'étais en train de déconner.